Cette vidéo sera assez rapide et c'est un condensé de la conférence de presse que Aliko Dangote a donnée cette semaine-ci. Il a détaillé son parcours en tant qu'entrepreneur et les business qu'il a eu à ouvrir. Là maintenant, dans ça, vous allez voir beaucoup d'échecs et certaines réussites justement qui l'ont propulsé au sommet et surtout une leçon clé et secrète à tirer de ça, dont je parle souvent et dont je n'entends personne d'autre parler sur Internet, comme quoi c'est l'expérience qui parle. On en parle après le jingle. Stay tuned. Bonjour et bienvenue dans Parlons de business. Alors ici on parle de quoi? On parle de business, on parle d'opportunités d'affaires, on parle d'argent et on parle de tout ce qui peut faire grossir ton compte bancaire, même de mindset. Si vous me découvrez dans cette vidéo, mon nom c'est Stéphanie Mbida, je suis entrepreneur depuis l'âge de 9 ans, passionnée par le business et experte dans la multiplication de l'argent. Et j'investis dans 3 domaines bien précis, le e-commerce, l'immobilier non bâti et l'agriculture. Et j'ai également ouvert une école de l'entrepreneuriat où je montre aux gens comment entreprendre. C'est une chose de parler, c'est autre chose de montrer. C'est comme ça qu'on fait la dissociation entre les vrais et les faux. Mais cette école, c'est surtout pour vous montrer comment on peut partir d'une petite idée, se lancer et être l'initiateur de sa machine à cash. Donc, si vous êtes intéressé à joindre l'école de l'entrepreneuriat, on mettra les informations ci-dessus. Contactez-nous. Bon, dans cette vidéo-ci, je vais parler du parcours de Dangote. Beaucoup l'appellent le titan. La plupart ne sont même pas au courant de même pas 10% de ses business. Beaucoup savent qu'il fait dans le ciment, d'autres savent qu'il s'est un peu diversifié dans le sucre et tout est sans plus. Dangote a tenu une conférence de presse où il est entré dans le détail de ses activités. C'est une conférence qui était en anglais. Si vous voulez que je la traduise en français, dites-le moi. On va faire paraître ça sur la chaîne et ça va vous permettre de vous édifier. C'est une conférence de presse d'une quarantaine de minutes, mais très édifiante. Dangote commence donc cette conférence en classifiant ses évolutions par fenêtre de temps. Donc de 1978 à 1997, donc 19 ans, Dangote a commencé une compagnie de trading, comme on dit, une sorte de commerce, où ils achetaient et ils revendaient des biens. Et ça s'est fait principalement au Nigeria. Et l'idée justement vient juste après ses études qu'il fait du côté de l'Égypte. Mais beaucoup disent que Dangote avait déjà une âme d'entrepreneur. C'est sûr que son oncle y est également pour beaucoup. Dans cette même période de temps, il s'est lancé dans le milieu bancaire. Beaucoup de personnes ne savent pas ça. Il obtient ainsi le droit d'opérer en 1990 avec le Liberty Merchant Bank. Il a également touché au milieu textile avec la compagnie Dangote General Textile, ainsi que ce qu'il appelait le Nigerian Textile Mills à Okija, qui est une région du Nigeria. Si vous ne connaissez pas pour le Nigerian Textile Mills, là, vous ne connaissez pas l'histoire de Dangote. Surtout que c'est un business qui a employé près de 7000 personnes. 6980 personnes exactement. C'était énorme. Donc, durant ces 19 ans, il faisait spécifiquement dans le trading. De 1997 à 2003, les choses commencent à évoluer. Il rentre dans la manufacture et l'industrie avec comme pour cible les produits massivement importés. Donc, vous vous rappelez souvent la technique dont je vous parle, je vous dis, et j'en ai parlé beaucoup quand j'ai visité le Congo, où je n'arrêtais pas de vous dire, plus de 90% des biens au Congo sont importés. Plus de 90% des biens au Congo sont importés. Donc, c'est la même stratégie qu'il applique ici. Il dit, bon, je remarque qu'il y a trop de produits importés et je me lance donc dans ce milieu-là. Et ça, c'est entre 97 et 2003. Donc, on parle de 6 ans. Maintenant, ce que beaucoup ne savent pas, c'est que le milieu du textile a été étouffé par les politiques du gouvernement qui ont rendu le secteur assez ouvert. Et après un certain temps, le Nigerian Textile Mills ne pouvait pas compétir avec les produits textiles venus de la Chine et de l'Inde. On vous parle des produits extrêmement moins chers. Je pense que ce plan, c'était justement une erreur parce que en étudiant sa stratégie, on se rend compte qu'il voulait servir monsieur et madame tout le monde. Et quand c'est comme ça, on ne peut pas compétir avec le pouvoir de production de la Chine. On vous parle de l'usine du monde ici. Donc, il a fermé. Et quand il ferme, il a dit ceci. Il dit, ça s'est traduit avec un paiement de 982 millions Niara en pension aux employés. Vous vous rappelez
L'usine, je vous dis, qui employait pratiquement 7000 personnes. C'était les employés qui avaient un syndicat. Donc, on a fermé. Il a fallu payer. Mais il a payé. Et j'aime aussi bien parce que ça prouve que ce n'est pas à tout prix quelqu'un qui triche quand il fait les choses. Ceux qui n'ont pas vu la vidéo précédente par rapport à l'analyse de ce par quoi Dangote passe par rapport à sa raffinerie, je vais mettre le lien là. Allez regarder. Vous allez être époustouflés d'entendre ce que vous allez entendre. Parce que la mafia étrangère, c'est réel. Les participants de la session Investir au Congo, vous comprenez maintenant mieux ce dont je parle. Et pour qu'il y a certaines choses que je ne peux pas venir dire ici. On revient donc. On passe par une autre période de transition de 2003 à 2007. Donc, n'oublions pas que déjà 6 ans avant, entre 1997 et 2003, Dangote donc s'essaye dans l'industrie et la manufacture et il commence à acquérir justement des expériences. Entre 2003 et 2007, il forme donc un conglomérat avec un revenu annuel de 1,6 milliard de dollars par an. Il attaque des industries comme le business du sucre, la farine, le sel, pour ne citer que cela. Il privatise également ses cimenteries. Il y a celle de Sokoto et celle d'Oruko, avant justement d'acquérir la 3e cimenterie. À l'époque, par rapport à ça, la production du pays était autour de 1,98 millions de tonnes. Quand il se lance dans l'industrie de la cimenterie, un bon visionnaire, il veut challenger tout ça. C'est ainsi qu'il veut ouvrir une usine qui puisse produire l'équivalent de 5 millions de tonnes. En termes d'investissement, ici, on vous parle de plus d'1 milliard de dollars. C'est immense. Mais n'oublions pas que tout ça s'est passé sous les mandats de Obasanjo, lors de son 2e mandat entre 1999 et 2007. Et cet homme avait une vision très claire. Pour lui, il voulait créer des champions nationaux. Il voulait créer des millionnaires et des milliardaires. Donc les politiques allaient justement dans ce sens et en faveur de tout ce qui est faciliter le business dans le pays. C'était un visionnaire qui avait compris. Et parce qu'il a eu la vision, tout ce que Dangote faisait sous lui était un succès criard. Donc après, dans 2007, on passe à une autre phase qui est l'expansion et restructuration de la compagnie. C'est là où les choses deviennent très intéressantes. On s'ouvre aux participants extérieurs pour résoudre tout problème de gestion interne. Vous savez que c'est un problème réel dans nos business en Afrique. C'est également un des problèmes qu'on a parce que parfois il y a des compagnies étatiques où des gens ne sont pas entrepreneurs. On prend un fonctionnaire et on met à la tête de la gestion d'une entreprise. C'est voué à l'échec. Même pas peut-être à l'échec. Parce que l'homme d'affaires ne pense pas comme le politicien. C'est deux manières différentes de penser. L'homme d'affaires est tellement concentré sur la création de valeur, sur la génération de revenus, sur le réinvestissement de l'argent dans la compagnie, alors que le politicien, c'est pas ça. Le politicien va peut-être à tout prix voir, et quand je dis le politicien, je vous parle de ceux qui ne sont pas des hommes d'affaires, va peut-être voir les revenus, mais ne comprend pas les mécanismes derrière justement la progression de la compagnie. Pourquoi faire grossir une compagnie? Pourquoi prendre les revenus et réinjecter? C'est une question, si on pose à quelqu'un qui n'est pas en affaires, la personne ne va pas à tout prix comprendre. Pourquoi faire grossir la compagnie? Les objectifs sont différents. Peut-être avoir plus d'emplois, peut-être avoir plus d'impact. C'est deux choses à part. Donc ça également, j'en profite pour passer un message ici à peut-être certaines entités qui ont tendance à placer des personnes inappropriées à la tête des business. Prenez des femmes d'affaires expérimentées. Prenez des hommes d'affaires expérimentés qui savent ce qu'ils font. Et pas qui ont commencé, ça fait 1 an ou 2 ans. Prenez des gens qui ont l'expérience de 15 ans, de 20 ans, qui ont fait des preuves sur les bancs, qui ont monté des business qui ont réussi. Et c'est seulement là qu'on pourra faire la différence. Ok, donc entre 2007 et 2013, on assiste donc à l'expansion et la restructuration de la compagnie. On a ouvert aux participants extérieurs pour résoudre tout problème de gestion et surtout l'expansion. Il a fait un tableau que j'ai beaucoup aimé, mais malheureusement je ne peux pas vous montrer. C'est là qu'il commence à entrer dans l'agriculture. Il tacle l'agriculture, les fertilisants, la pétrochimie et tous les produits dérivés. Il appelle ça Upstream Production, Subsea Gas Pipeline. Là, il commence à s'intéresser plus ou moins à la raffinerie. Notons que justement dans cette période de temps, 75% des revenus viennent des cimenteries qui fonctionnent très bien. Il n'y a rien à dire par rapport aux cimenteries, les ciments de Dangote, qui sont connus un peu partout autour du monde. Donc, en termes d'investissement ici dans les fertilisants par exemple, il nous a donné un chiffre de 2,5 milliards de dollars qu'il a eu à mettre dans les fertilisants. Et dans ça, il parle des impôts et je pense que le message était quand même assez clair parce que les entreprises également
doivent payer des impôts. Ces impôts à lui étaient de l'ordre de 52%. Vous imaginez? Il dit qu'en termes d'impôts, il a payé 170 milliards de dollars en taxes, plus 30 milliards de dollars sous forme d'éducation. Je pense que c'est par rapport à la main-d'œuvre qu'il éduquait. Donc, il a payé en moyenne plus de 200 milliards de dollars, ce qui équivaut à 27 milliards de dollars par mois en VAT, en VAT. Donc, les gouvernements ont tout intérêt à créer des compagnies prospères. Parce qu'à la fin, si on regarde bien, et j'en ai parlé dans plusieurs vidéos dans le passé, les impôts que ces compagnies payent, c'est ça qui engraisse l'État. Et quand il dit l'État, je ne parle pas des fonctionnaires à tout prix. C'est ça qui donne le fuel, qui donne l'essence afin que les projets puissent être réalisés dans le pays. Les infrastructures, que sais-je, construction des routes, énergie et tout. Et ainsi, on peut éviter de prendre une trop grosse dette à l'extérieur. Si on a des acteurs économiques sur place qui produisent, qui payent leurs impôts, ça peut créer la magie. Et quand ils payent les impôts, n'asphyxiez pas les business non plus. Là-bas, c'est encore notre sujet. Okay? Parce que beaucoup ne comprennent pas à tout prix la notion de business. Et donc, quand ils entendent par exemple qu'un business fait, je sais pas, 300 000 dollars de bénéfices par mois, beaucoup se disent que peut-être 200 000 dollars vont entrer dans leur poche. Oui, mais dans le 300 000 dollars, si on veut employer plus de personnes, il faut réinjecter une bonne partie. Il faut donner ce qu'on appelle en anglais tax break, c'est-à-dire les premières années quand une compagnie se lance, on ne lui demande pas de payer des impôts. Je pense qu'on a fait Dangote sur les 5 premières années. Et encore, ça c'est l'ancien président Obasanjo qui a eu à le faire. Au Rwanda également, je pense qu'il donne un tax break de 2 ans. Et ça fait la grosse différence. Donc c'est un truc sur lequel franchement, il faut qu'on éduque les gouvernements. Bon, ça ne me dérange pas. Nous, on est dans les affaires. Chacun reste sur sa ligne. On a besoin les uns des autres. On ne peut pas faire l'économie sans la politique. On ne peut pas faire la politique sans l'économie. Heureusement. Il est également noté, j'ai noté ça avec un petit sourire parce qu'il dit que les profits qu'il fait, ce n'est pas pour aller acheter les maisons à Dubaï et qu'il n'a aucune maison en dehors du Nigeria. Ce qui est accompagné par des applaudissements parce que c'est très rare. Ok? Bon, il y a d'autres chiffres intéressants qui pourraient moins nous intéresser. Et donc, après ça, on rentre dans la période de 2013 à maintenant, que vous connaissez. Ceux qui n'ont pas vu la vidéo précédente, allez la voir où je parlais justement des challenges que Dangote a présentement. C'est en 2013 qu'il paye le terrain de 100 millions de dollars à Lagos, qui est la grande ville du Nigeria, où il construit justement sa raffinerie. C'est en 2016 que le projet commence de manière pratico-pratique sur le terrain. Le projet achevé en 2024. En dehors de ça, il y a les nouveaux business dont j'ai parlé un peu plus tôt. L'agriculture, il investit dans le riz, la canne à sucre, la tomate. Ce qui est intéressant avec la tomate, c'est qu'on lui tape dessus par rapport à la tomate à cause des importations, mais ce sont des gens qui ne sont pas à tout prix bien renseignés. Que c'est, je ne vais pas entrer dans les détails, mais aussi tout ce qui touche au pétrole, au gaz, qui est entre autres la raffinerie et le pipeline. Donc ça vous donne quand même une idée du parcours de Dangote. Ce n'est pas un monsieur qui s'est levé et a décidé de créer une raffinerie qui vaut pratiquement 20 milliards de dollars. Il a commencé avec le commerce. Je le dis souvent, mais les gens ne réalisent pas à quel point c'est important. Je dis souvent aux gens qui sont intéressés par l'entrepreneuriat que si vous voulez commencer avec un business, commencez avec le commerce. Je pense que c'est la manière la plus simple de se faire de l'argent. Le commerce, je vais encore me répéter parce que c'est une question qui revient, les gens ne savent pas c'est quoi. Le commerce, c'est quoi? C'est que je vais acheter un sac de riz à, je sais pas, 500 francs, je le revends à 800 francs. Donc, je fais un bénéfice brut de 300 francs. À ce 300 francs-là, j'enlève les charges, les dépenses et ça me fait le profit net. C'est simple. C'est la finance de base, la mathématique de base. C'est également le processus d'enrichissement le plus simple. Dans ce processus qui est le commerce, vous allez apprendre beaucoup de choses. Entre autres, le service à la clientèle avec les clients, ok? Vous n'allez pas encore arriver au niveau des balance sheets, mais voir les chiffres, c'est même excitant quand on fait le commerce. C'est moins complexe qu'en entrepreneuriat. La niaque de se lever chaque matin, d'avoir un objectif dans la vie et d'aller vendre. Et ça vous apprend le skill, la compétence la plus importante dans ce monde, la vente. Ça vous apprend comment vendre. Une fois que vous avez brisé la glace, maintenant vous pouvez vous lancer dans l'entrepreneuriat. Et je pense que Dangote est le meilleur exemple. Like I want to say, this speaks volume. Maintenant vous avez une idée du parcours du titan. C'est à votre tour de jouer. On se voit à la prochaine vidéo. Peace.